Bref, H c'est une grosse dinguerie, on va continuer cette petite vidéo. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai moins de cheveux, j'ai changé de pull et je me suis fait tabasser par le froid. C'est normal, j'ai sous-estimé le temps de tournage de cette vidéo, donc j'ai dû faire une partie 2. Donc voilà, je reprends après quelques jours. J'ai dû aller vivre ma vie, littéralement. Il y a eu quelques petits changements entre-temps, vu qu'il y a la banlist applicable à partir du 1er janvier qui est tombée. Donc certaines cartes ont changé de classement. Je sais pas si vous vous rappelez en début de vidéo, je vous ai dit que je jugeais les staples par rapport aussi à la banlist actuelle. Donc on va se mettre à jour en plein milieu de vidéo, c'est pas fait exprès pour le coup. Chose à savoir qui a changé, le gobelin parvenu est passé en dinguerie, parce que pouvoir jouer cette carte en x3, je crois que j'en parlais au moment où j'abordais la carte, mais ça devient beaucoup trop fort. Faire gagner 1000 points de vie à l'adversaire, mais piocher une carte, c'est pas une fois par tour, on peut le faire jusqu'à 3 fois. Banger. Et autre chose qui a pas mal changé aussi, vous allez voir, c'est la présence dans le côté escroquerie des floodgates qu'on connaît. Là par exemple, j'ai mis combat en présence de l'empereur. Elle sera rejointe par 2 autres floodgates qui ont été mises dans la banlist, mais on verra ça au cours de vidéo. Mais du coup, jouable seulement en un seul exemplaire, étant des pièges continus, ça va être assez compliqué à aller chercher et à jouer, donc c'est devenu des escroqueries dans cette méta. On en était resté au dragon par feu. C'est donc une carte qui est bien spécifique aux stratégies lien et plus particulièrement Cyburst pour la suite de son effet. Je vous laisse mettre sur pause au moment où je vous montre cet effet dans Edo Pro, mais sachez du coup que c'est une carte assez particulière qui ne rentre pas partout. Pour aller rapidement, du coup, c'est tout simplement une carte qui n'est pas faite pour tout le monde. Je vais essayer d'accélérer pas mal parce que j'ai un peu peur du temps global de cette vidéo. On va passer du coup à Denko Seka, utilisable dans très peu de decks ou de stratégies. Là tout de suite, je vois surtout les samouraïs supra lourds qui pourraient en profiter, jouant peu ou voire même pas de cartes magie piège en main deck. Donc encore une fois, ce n'est pas une carte qui est faite pour tout le monde. Force de miroir, force de miroir. Forcément, ça fait partie des cartes un peu nostalgiques. Quand on pense Yu-Gi-Oh! Première génération, on va penser force de miroir. Alors cette carte, je ne dis pas qu'elle est nulle, au contraire, mais malheureusement, aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de monstres qui sont non destructibles au combat, protégés par effet, et ça reste une piège normale qui peut se faire gérer par n'importe quel effet de monstre ou negate, et il y en a beaucoup aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu une escroquerie avec le temps, vu que trop faible. Dugarès l'intemporel, une X6-4 assez intéressante, qui est majoritairement utilisée pour son effet de détacher de matériel pour piocher 2 cartes, mais sauter les 2 prochaines draw phase. On la voit pas mal dans les stratégies de Dark World par exemple. C'est une carte assez intéressante, elle est assez cool à jouer dans quasiment tous les decks qui ont des niveaux 4, parce que mine de rien, elle a plusieurs utilités, elle peut donc s'adapter à de nombreuses situations. C'est plutôt une carte équilibrée à mes yeux, on va la glisser tout de suite dans cette catégorie, vu qu'elle va nous permettre de potentiellement s'adapter au deck en face et à sa stratégie. Bon là on va rentrer dans du connu très connu, on va parler bien sûr de Baronne de Fleurs. Cette synchro 10 depuis qu'elle est arrivée dans le jeu se trouve dans tous les extra decks qui peuvent la jouer. Son omniprésence et ses effets font que pour moi c'est une carte qui est une grosse dinguerie. On va maintenant parler assez vite de la magie rapide. Envoûtement, elle a fait pas mal débat celle-là, c'est une barrière d'hymne en moins bien selon moi, donc elle va rentrer dans le deck en post-side, entre ça et barrière d'hymne, moi je préfère largement barrière d'hymne, ça c'est une staple de précision, je vous invite encore à aller voir la petite vidéo que j'ai fait sur le sujet, ça n'en reste pas moins une très bonne carte selon moi, je vais donc quand même la placer dans équilibré, parce que bien joué, bien placé, ça peut faire très mal. On va parler d'une carte connue par les vieux de la vieille, les vieux briscards du jeu. C'est bien sûr Mausolée de l'Empereur. Bon, vous aurez bien compris que le jeu a énormément évolué depuis qu'on utilisait principalement les invocations sacrifices. Donc bien entendu, cette carte a mal vieilli, elle ne s'adapte pas du tout à son temps, donc elle va bien sûr aller dans escroquerie. Ce ne sera pas du tout le cas de la prochaine carte qu'on va aborder, c'est IP Mascarena. Cette carte est évidemment dans quasiment tous les extra decks qui peuvent se permettre de la jouer, mais donc IP Mascarena est là depuis sa sortie dans le compétitif de Yu-Gi-Oh! Ce qui fait qu'à mes yeux, bien sûr, c'est une grosse dinguerie, et bien sûr, Baron IP, c'est la base dans les extras. Côté N-Trap, on va s'attaquer à la plus vieille du jeu jamais sortie. Elle est apparue au moment de 5DS quand même, c'est Illusionniste d'effet. Alors attention, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise N-Trap, je vais juste dire qu'elle a un peu mal vieilli et qu'elle a un peu de mal à s'adapter à la méta. Aujourd'hui, on préfère jouer largement Infini Éphémère à ce petit bonhomme, tout simplement déjà parce que il nécessite d'être envoyé au cimetière. Donc, si on est sous l'effet par exemple d'un migrateur dimensionnel,
au revoir la petite Negate dans la main, ça devient une brique. Donc on le voit plus trop dans les listes méta, même si il va, il vient, voilà, il fait un petit peu son bonhomme de chemin, ce petit Veiler. Pour moi, il est donc clairement plus du tout dans le côté dinguerie de la méta, mais plutôt dans le côté équilibré. On ne le voit plus trop, mais ça ne veut pas dire que la carte est morte, loin de là. On va s'attaquer à un petit morceau d'actualité maintenant avec Dino Luther Pancraceratops, cette carte revenue très récemment avec la nouvelle banlist à 2 exemplaires, ce qui va complètement changer ma façon de la noter. Dans des decks méta comme Tiermentation ou Secours As qui ont des magies de terrain assez embêtantes, ça reste un bon moyen de leur gérer cette ressource. Donc pour moi, je pense que ça reste une carte très équilibrée qui risque de se montrer pas mal dans les nouvelles decklists méta qui vont arriver. On va repasser du côté insecte de la force avec le contact cancre là. Petite entrap assez spécifique, vous l'aurez compris, c'est une belle petite saloperie qui va complètement bloquer le jeu adverse. Tant qu'il est là, il n'aura plus d'accès à son extra, sauf si, petite boulette, eh bien justement il joue des insectes en extra, mais pour le moment, les monstres insectes en extra deck qui sont des staples passe-partout, j'en ai pas comme ça en tête, donc ça reste une carte assez embêtante. Vous me direz, mais pourquoi on la voit pas plus souvent dans la méta? Tout simplement parce que ça va manger 3 spots de vos decks, et généralement vous préférez soit jouer des cartes d'archétype, soit j'ai des staples beaucoup plus puissantes ou rapides, donc forcément ça ne se cale pas pour tout. On va jouer par exemple dans l'extra deck maintenant, des staples comme IP Mascarena, je vous en ai parlé un tout petit peu avant, et bien typiquement on peut faire IP avec cette carte, donc c'est quand même assez risqué et assez rare qu'elle reste sur le terrain et non utilisée par l'adversaire. Je pense du coup que dans la méta actuelle c'est une carte qui reste assez compliquée à jouer. Pour moi c'est difficile de faire un choix, mais je la mettrais plutôt dans escroquerie parce qu'elle n'est pas assez équilibrée à mon goût. Si on donne de la ressource à l'adversaire pour faire avancer son jeu, ça reste quand même compliqué. Ça ne rentre pas non plus dans la catégorie des cartes pas pour tout le monde parce que après tout elle peut être calée partout, donc pas la bonne définition. Faut trancher, c'est une escroquerie. Encore une fois, je vais utiliser une carte en exemple pour parler d'un archétype staple. À mes yeux, ce sont les dangers, et pour ça, je vais l'illustrer avec Bigfoot. Ils se font discrets, bien qu'ils aient été dans une méta assez vénère il y a quelques années. Aujourd'hui, on retrouve les dangers majoritairement dans le deck Dark World, Monde Ténébreux. Après tout, c'est assez gratos. Ça rend le deck un peu casino, donc c'est sympatoche. Du coup, pour moi, cet archétype entier est plutôt équilibré. Il ne se cale pas partout, mais peut être utilisé par tout le monde. C'est juste que ça va prendre quand même une très grosse place dans le deck, donc faut pouvoir se le permettre. Cette autre chose, du coup, c'est bien sûr cette Synchro 8, le Draco Berserker du Tenny, qui accessoirement est très classe. C'est encore une fois une Synchro 8 générique qui se fait assez facilement. Après, tout le monde ne la joue pas en extra deck, bien que son effet soit quand même assez intéressant. Il n'empêche que ça peut être joué par une majorité de decks, dont ceux qui peuvent se permettre de faire des synchros, mais on ne le retrouve pas dans tous les extra decks. Il n'empêche pour moi que ça reste une bonne carte, qui est quand même, pour moi, équilibrée et qui peut sur le papier se placer dans tous les extra decks. Ça va pas du tout être le cas par contre de Messager de Paix, cette magie continue qui nous dit que tous les monstres avec minimum 1500 points d'attaque ne peuvent pas attaquer. Durant chacune de nos stand-by, petite taxe pour qu'elle reste là, on paye 100 points de vie. Ça reste une carte très puissante qui va empêcher une très grosse majorité de decks de jouer. Donc, bien évidemment, vous avez compris que à l'inverse, ça permet à très peu de decks de la jouer en main. Récemment, certains ont essayé de la jouer dans Sprite, tout simplement parce que les Sprites sont des petits bonhommes électriques avec pas beaucoup de points d'attaque. Ça va beaucoup bloquer l'adversaire, même si ces monstres seront là, il ne pourra pas attaquer avec, mais il leur reste leurs effets et pas mal de possibilités pour avancer dans sa stratégie. Pour l'instant, moi je n'ai pas encore vu de deck méta ces 4 dernières années qui a pu en user et en abuser, donc pour moi ça reste une carte qui est pas faite pour tout le monde. On va enchaîner avec un Castel ou un Exciton bis, messieurs dames, parce qu'on va parler du Dragon de la Tornade, X64 générique encore une fois, dans les decks qui ont besoin de détruire leurs propres cartes. Pourquoi pas ? Bien que du coup, eh bien, généralement l'archétype ou les propres cartes de cet archétype font mieux le taf. Je pense à Désenchaîné ou Harpie qui vont avoir des cartes faites pour casser leurs propres cartes. À une époque, et plus particulièrement le format éternel, c'était pas trop mal pour gérer des Floodgate ou des magies de terrain un peu embêtantes. Aujourd'hui, ça reste une carte qui est quand même très peu jouée ou vue dans les extra decks, donc malheureusement elle a mal vieilli et c'est donc une escroquerie. La prochaine carte par contre reste assez intemporelle, surtout dans les side de deck, ça va être le Golem de lave. À la manière des Kaiju qu'on a déjà abordé ou des Sphères de rat qu'on abordera un peu après, cette carte permet de sacrifier des monstres sur le terrain adverse, donc évidemment c'est très fort. Ça n'active pas d'effet, ça va tout simplement gérer 2 body pour vous donner un gros caillou qui dégouline de la lave. Et en plus qui burn en début de tour. Il existe dans l'animé depuis le deck de Marek, il existe dans le jeu depuis le deck de Marek. Bref, il est là depuis très longtemps, il a beaucoup été joué et souvent. Récemment, il a été réutilisé dans le deck Kashtira en méta et en main deck. C'est donc une carte qui a fait un bon bout de chemin en méta, en compétitif, mais aussi
dans le jeu tout simplement. Pour moi, c'est donc une pierre angulaire du jeu compétitif qui va bien sûr aller dans équilibré parce que on la retrouve de temps en temps. Tout le monde peut la jouer et ça reste quand même très efficace. On va parler du grand frère du dragon épée Borel, le dragon Charge Borel. On ne le voit plus trop dans les extra decks vu que ce n'est plus vraiment la star. Il était très joué dans le format éternel encore une fois, mais maintenant ça reste assez compliqué. Je ne dis pas que c'est une mauvaise carte, ni que c'est une escroquerie, je pense que la carte vieillit bien avec la méta et le format du jeu actuel, c'est juste qu'elle n'est pas utilisée ou utile dans beaucoup de decks qui préfèrent jouer autre chose en extra. Encore une fois, c'est une question de choix. Donc pour moi, le dragon Charge Borel reste une carte équilibrée, mais c'est juste pas sa méta. C'est une phrase qui reviendra souvent d'ailleurs. Les 3 prochaines cartes, on va les aborder assez rapidement. On va commencer par limiteur d'invocation. Tant qu'elle est là, les 2 joueurs ne peuvent faire maximum que 2 invocations par tour, ça vaut pour les normales ou les spéciales, mais c'est bien sûr une carte que tout le monde ne peut pas se permettre de jouer parce qu'on va beaucoup dépendre et spammer les invoques, peu importe les tours, et un tour généralement ne suffit pas pour ensuite activer ça. Monde zombie, c'est une carte intéressante qui va faire que tous les monstres sur le terrain deviennent des zombies, et surtout ça empêche l'adversaire d'invoquer par sacrifice, donc énormément joué en side deck à l'époque où Fuvaga était dans les top méta, ça tuait complètement le deck, c'était quasiment impossible de passer cette carte. Cette carte, encore une fois, n'est pas jouable par tout le monde, mais on la retrouve quand même de temps en temps. Elle revient dans la méta, donc bon. Là, on va parler d'une des cartes que j'ai détesté croiser à une époque, parce que oui, j'en ai croisé, c'est le mur de fer impérial. Aucun joueur ne peut bannir de carte. Alors, étant joueur Majou, principe du deck, c'est ban. Étant joueur Flunder, principe du deck, c'est ban. Et bah, cette carte, elle est horrible contre moi parce que je ne joue plus. Mais il y a bien d'autres decks qui peuvent se permettre de la jouer. Est-ce qu'on l'a vu au moment du retour de Kashtira qui avait une mécanique de ban aussi? Non, tout simplement parce qu'elle va bouffer 3 slots. C'est beaucoup, c'est une piège continue, donc on va plutôt la voir dans les sides, et encore, faut vraiment en vouloir à un certain type de deck pour jouer ça, et majoritairement les decks de la méta ne bannent pas. Au contraire, ils utilisent majoritairement de l'envoi au cimetière, et leur cimetière, ils détestent la banne. Les decks méta sont généralement très sensibles à ça. C'est donc une carte qui est faite pour des decks bien particuliers, c'est une carte à cible, donc pour moi c'est une grosse escroquerie. Ça va être l'aparté qui va se séparer de son archétype, l'interruption du sommeil de Kaiju, pour moi c'est une carte excellente, ça fait un trou noir global sur le board, et ça met un Kaiju de chaque côté. Le nombre de games que j'ai gagné avec ça. Honnêtement, on pose un Game Ciel en face qui a 2002, on prend un Jizukiru qui a 3300 de notre côté, on met 1100, le gars lui restait 1000 PEV. C'est ciao, c'est extrêmement drôle, j'aime beaucoup cette carte. Après, est-ce qu'elle est jouée? Malheureusement non, parce que du coup, pour jouer cette carte, eh bien il faut généralement la jouer au minimum 2 exemplaires. 2 exemplaires, ça veut dire qu'il nous faut quand même 4 Kaiju main deck, donc 6 places à prendre dans notre deck pour jouer ça. Cette carte est donc assez particulière, mais elle n'en reste pas moins assez forte, c'est juste que pour moi, elle n'est pas pour tout le monde. Vous me direz que c'est assez paradoxal de mettre l'interruption du sommeil de Kaiju dans pas pour tout le monde, alors que les Kaiju sont dingueries. Tout simplement parce que mettre un Kaiju dans un deck, c'est possible d'en mettre juste un, qui peut être tutorisable dans certaines stratégies en fonction de son attribut ou de son type. Voilà, c'est mon avis perso. Après, encore une fois, les commentaires sont là pour que vous puissiez débattre. Et je pense que dans les commentaires, là, il n'y aura pas besoin de débat, vu qu'on va parler de jugement solennel, la contre-piège la plus connue, la plus puissante du jeu. On paye la moitié de nos PEV, on annule quasiment n'importe quoi. J'ai bien dit quasiment, attention. Bien qu'aujourd'hui, de plus en plus de contre-pièges d'archétypes vont faire la même chose avec des contreparties plus ou moins importantes, ça reste une des cartes les plus puissantes de sa catégorie, qui est calable partout, qu'on voit bien souvent dans les side decks, et qui encore dans certaines decklists peut apparaître au niveau compétitif. Elle est là depuis longtemps, elle permet des gates bien violents, donc pour moi c'est bien sûr une grosse dinguerie. Bon là on va reparler des end-traps, et surtout de celles qui sont les moins jouées du format, alors que pourtant leur effet est quand même pas dégueu. Ça va être Fille Fantôme et Cornouiller effrayant. Encore une fois, mettez sur pause pour l'effet. Cette carte au time est extrêmement puissante. Malheureusement, elle n'est pas jouée. Encore une fois, c'est une question de gestion de place dans les decks. Après, attention, dans certaines stratégies, ça peut clairement faire des dégâts. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a du support aromage qui a été annoncé. C'est clairement une très bonne entrave pour le deck, je pense. Pour moi, c'est juste que le moment n'est pas encore choisi pour elle, donc on va dire que pour l'instant, c'est pas pour tout le monde et c'est très peu profitable à peu de decks. Sur le concept, c'est juste une carte qui va permettre de gagner au time ou de temporiser pour ne pas mourir sur une grosse battle.
Mais c'est tout. Exactement comme les X6 qu'on a abordé un petit peu plus tôt, Grand Vol va être une lien assez intéressante, mais elle va rejoindre Oshiningen, la petite chimère de la paresse et les autres dans Escroquerie, tout simplement parce que son effet n'est plus du tout raccord avec le jeu d'aujourd'hui. Alors là, je pense que je vais en faire un petit peu tiquer certains, mais on va parler du cas du pendulier de combat. Ça nous permet pendant notre tour d'après aujourd'hui de faire un lien Kuribo ou un renonce anima pour piquer une ressource à l'adversaire, et c'est surtout que contrairement à l'épouvantail, on n'a pas besoin de prendre des dommages une fois pour finir la battle. Je vais certainement déclencher des débats dans les commentaires, mais pour moi, il n'y a pas photo. Cette carte, c'est une pure dinguerie. Je l'ai jouée de nombreuses fois, et à chaque fois que j'ai activé son effet, il m'a sauvé les miches, mais un truc de fou furieux. De nombreuses fois, c'était dans le deck Majou, et en plus derrière, ça m'est arrivé de faire des top deck Majou, Norm Battle, et j'ai gagné, c'était incroyable. On va reparler d'une entrap à la hauteur de Cornouiller. Ça va être le faucheur fantôme et cerise blanche. Encore une fois, une défi fantôme qui est pas très jouée dans la méta. C'est parce que c'est tout simplement une des entraps les plus tricky qu'on puisse avoir. Elle est très forte dans les matchs miroirs, je pense. Là, il n'y a pas une histoire de ce n'est pas sa méta ou quoi. C'est juste que pour une fois, ce n'est pas pour tout le monde, je pense. Je vous en ai parlé un peu plus tôt, mais là, on va s'attaquer au cas de il ne peut n'y en avoir qu'un. La banlist récente lui a mis un bon gros coup dans les dents, le limitant à un seul exemplaire. Donc maintenant, c'est très peu impactant de la jouer en main deck. Pour la choper, hormis avec des pots, c'est assez compliqué. Les cartes qui tuto des pièges continus, il n'y en a pas des masses. Donc pour moi, maintenant, avec cette nouvelle ban, dans la méta actuelle, ça devient une grosse escroquerie de jouer cette carte, tout simplement parce que pour la toucher, ça va être compliqué. Là, on va s'attaquer à un dossier de grosses staples quand même, parce qu'on va parler d'orage foudroyant. Bien qu'elle ait été limitée à 2 exemplaires, grâce à l'émergence de poussée des triples tactiques qui permet d'aller chercher une magie ou un piège normal, cette carte, elle reste quand même très puissante. Pour moi, c'est une excellente carte. Bon, bien sûr, faut pas faire l'idiot, et comme moi, normalement, serait puis essayer de la jouer derrière. Il faut lire ses cartes. Mais il n'empêche que ça reste une très bonne magie de gestion et de Go 2 qu'on voit dans de nombreux sides, et pour moi, c'est juste une grosse dinguerie. On va continuer ce petit dossier de staple parce qu'on va parler d'infini éphémère, qui est, je pense, le piège le plus joué dans la méta, qui est un Veiler, mais vraiment plus. Cette carte ne pourrait pas être une dinguerie si son effet s'arrêtait à effet de la main, on va annuler l'effet, point. Et si jamais elle est posée puis activée, tous les effets de magie piège dans la colonne vont être annulés. Bien joué, c'est trop fort. Donc bien sûr qu'elle va finir dans les grosses dingueries du jeu. Ça va être un petit alinéa dans notre dossier de staple, c'est le Graal interdit. Il y a quelques decklists qui l'ont joué à un moment donné dans Kashtira. On a préféré après passer à la lance. Ça reste une très bonne carte vu que c'est une magie rapide, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas sa méta. Ça en reste néanmoins une carte équilibrée qui peut faire quand même pas mal de choses, donc voilà, elle va rejoindre sa petite sœur dans la même catégorie. Et là on va repartir sur l'affaire principale de notre dossier, parce qu'on va s'attaquer à Nibiru, l'être primitif. Alors, en ce moment, elle est plus beaucoup jouée dans la méta, tout simplement parce qu'elle est plus très impactante, mais il n'empêche que ça reste une des cartes les plus marquantes du jeu compétitif depuis sa sortie. Donc pour moi, bien sûr que c'est une grosse dinguerie, ça permet tout simplement de clean board si l'adversaire n'a pas de réponse ou d'anti-Nibiru, parce que ça peut arriver, comme une baronne par exemple. Je vous invite d'ailleurs en parenthèse à aller voir un de mes vlogs où je fais une dinguerie avec cette carte et ça me donne littéralement la game grâce au renoncé anima. C'est une folie, allez voir ça vraiment, j'adore ce passage compétitif. On va parler maintenant d'une staple un peu particulière qui a été beaucoup utilisée, notamment en 2014 dans le format Hand, parce que c'est Lancea Artefact. C'était bien sûr quand il y avait Traptrix, les mains et les artefacts qui ont été mélangés dans un deck et ça donnait une méta assez original. C'est donc une carte qui a beaucoup été dans les side decks, notamment encore une fois quand il y avait Flunder sur le devant de la scène méta. Ça c'est une des cartes qui me faisait juste dire fin de tour je ne peux plus jouer. La même chose dans Majou, dans Kashtira aussi, mais encore une fois ça reste une carte bien particulière. Une autre carte de cet archétype était beaucoup plus intéressante à jouer, mais elle a été bannie, donc on n'en parlera pas. Lancea, je pense que c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment un truc qui va être dans les sides contre certains decks bien particuliers, ou si vous avez juste peur de certains match-up. Imaginons que vous n'étiez pas fan du match-up Kashtira, même s'il est plus méta, et au cas où vous allez vous balader avec ça. Nouvelle alinéa dans le dossier Staple, on va parler de Parfum Anti-Magie, une des cartes les plus dégueu, je trouve, qui puisse exister dans le jeu, parce que vous savez très bien que dans les decks compétitifs et même en général, dans Yu-Gi-Oh, les decks sont plus constitués de magie que de pièges. Ajoutez à ça la possibilité de jouer cette carte dans les decks Trap Only comme Traptrix ou Labyrinth qui sont quand même des decks qu'on voit revenir sur le devant de la scène méta, et on obtient quand même une staple bien dégueu qui peut beaucoup booster de nombreux decks, mais il n'empêche que, encore une fois, c'est une carte qui n'est pas faite pour tout le monde parce que, on aime jouer des magies dans Yu-Gi-Oh! Des magies justement comme le livre de l'éclipse. Alors là, encore une fois, si j'avais Twitch, on pourrait faire une soirée débat sur livre de la lune ou livre de l'éclipse, parce que honnêtement, moi, le livre de l'éclipse, je le trouve
hyper risqué. Pour moi, c'est une carte qui est clairement pas jouable par tout le monde, tout simplement parce qu'il faut bien la caler, bien en avoir le bénéfice, et hormis dans un deck Subterror, je vois pas trop. On va maintenant s'attaquer au cas du Nibiru bis du jeu. C'est Kurikara, cette waifu avec un artwork fantastique, l'espèce de dragon derrière elle, il est pépite. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, le sujet de cette vidéo c'est l'effet qu'a cette carte. Tous les monstres de l'adversaire qui ont activé leur effet ce tour vont être sacrifiés pour invoquer Kurikara qui va gagner 1500 points d'attaque pour chaque monstre sacrifié par cet effet, accessoirement. Parce que oui, si jamais vous allez clean un full board adverse avec 5 monstres par exemple, eh bien elle va tout simplement gagner 7500 points d'attaque. Et vu qu'elle en a déjà 1005, il suffit que vous ayez déjà fait une petite battle ou enlevé un peu de dommages à l'adversaire, c'est fini. Ça fait OTK Kurikara. Tout le monde ne la joue pas encore une fois à cause de choix méta. La dernière fois que je l'ai vue, moi perso, c'était dans des decks âme du vainqueur. Elle avait sa place parce qu'il y a beaucoup de reveal d'attributs. Et l'attribut le plus utile au deck, c'est l'attribut feu. Mais en dehors de ça, c'est une carte extrêmement puissante qui a largement sa place dans la catégorie dinguerie, qui en plus sera voisine avec Nibiru, dont elle s'inspire un petit peu, mine de rien. On va rapidement passer 2 cartes parce qu'elles font partie de la même famille, c'est tout simplement la licorne chevalier du cauchemar et le phénix. Le phénix gère les magies pièges, la licorne remélange une carte sur le terrain de l'adversaire dans le deck. Le coup, c'est toujours le même, défausser une carte de la main. C'est assez intéressant dans pas mal de decks. C'est généralement les staples d'extra deck qu'on rentre par défaut quand on n'a pas d'idée et qu'il nous reste de la place. C'est des cartes qui se calent absolument partout. Ça a même des avantages dans certaines stratégies. Encore une fois, les decks Horus ou Monde Ténébreux qui discardent des petites cartes au cimetière, je pense que ça les arrange. Elles sont là depuis 2019, donc pour moi, c'est tout simplement toutes les deux de belles dingueries qu'on va retrouver assez souvent. Et bien sûr, c'est évident de les mettre dans la même catégorie que Cerbère, qui est aussi dans cette famille. Pour continuer à parler de monstres qu'on voit revenir dans l'extra de façon assez récurrente, eh bien, il y a Lien Kuriboh. Mais mine de rien, il faut pouvoir avoir des niveaux 1 dans le deck, donc tout le monde ne peut pas se permettre de jouer un Lien Kuriboh, et c'est pour ça qu'il finira dans cette catégorie. Ça fait partie de mes questionnements sur le jeu compétitif, mais pourquoi personne ne joue Gouttelette de l'interdit? Bien joué, eh bien c'est une carte totalement banger qui je pense est plus dans du Go 2 pour s'ajuster aux stratégies adverses. Il n'empêche que l'effet reste beaucoup trop fort. Et en plus, ça peut vous aider à OTK vu que l'attaque dev des monstres vont être divisées par 2. Encore une fois, ça c'est très important. Donc à mes yeux, c'est juste une giga dinguerie parce que même si c'est pas joué partout, ça peut l'être et c'est beaucoup trop fort. Ah là, on va parler des 2 staples les plus détestés du jeu et on va commencer tout de suite avec Migrateur Dimensionnel. Moi, bien sûr, c'est une de mes end-traps préférées. 90% des decks méta ont besoin de leur cimetière, en sont dépendants pour leur combo et du coup, ils vont pas aimer se prendre shifter. Pas du tout même. Ça reste quand même une carte qui n'est pas jouable par tout le monde, mais il n'empêche que si son effet était jouable dans tous les decks, et croyez-moi que ce serait dans la catégorie dinguerie. Dans la même veine, on va parler d'Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. La base du compétitif Yu-Gi-Oh! Et de la méta, c'est de tuto à outrance, piocher, aller chercher. C'est la carte A va chercher la carte B, ou la carte A vous permet de piocher une carte, etc. etc. Et vu que c'est jusqu'à la fin du tour, pas comme shifter, bien sûr, on va la mettre dans dinguerie. Si son effet était un peu plus restrictif et disait jusqu'à la fin du prochain tour, donc ça nous impacterait notre tour aussi, elle serait, je pense, beaucoup moins forte, mais bon, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Alors là, on va aborder une staple qui est revenue, mais à des timings bien précis du jeu compétitif. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au YCS de Lyon, quand Tyr était full puissance. Je veux bien sûr parler du maître des crânes, bien calé sur un effet de tir dans le cimetière pour fusion, par exemple. C'était très impactant. Forcément, c'est une carte assez précise, elle demande d'affronter certains decks en particulier et surtout d'être utilisée à certains timings. Il n'empêche que les top decks méta ne débordent pas d'utilisation abusive du cimetière comme le faisait Tyr, et donc on préfère plutôt jouer des cartes comme H ou Imperm, des staples beaucoup plus génériques qui peuvent negate un peu de tout plutôt que se restreindre à ça. C'est pour ça que pour moi cette carte dépend de la méta et surtout des decks de la méta, donc ça reste quand même une carte assez importante. Elle va donc aller pour moi dans le côté équilibré de notre tier list. Ça va être un peu le même principe avec une nouvelle fille fantôme, c'est tout simplement Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Ghost Ogre, qui est une staple quand même vachement utilisée. Je pense tout de suite derrière H, c'est la deuxième fille fantôme qu'on va utiliser le plus. Tout simplement parce qu'elle va permettre de gérer les magies ou les pièges qui sont déjà face recto sur le terrain et qui activent leurs effets. Par exemple, les magies de terrain. Si on observe les top decks du YCS de Bologne encore une fois, avec Tyr et Rescue Ace, eh bien on a 2 magies de terrain très importantes pour leur stratégie qu'on peut se permettre de réduire en poussière grâce à Ghost Ogre. Je pense du coup que c'est une grosse dinguerie, c'est juste que c'est une histoire de choix et que tous les decks ne vont pas forcément la jouer. Alors là, rapide, simple, efficace, Monster Reborn.
l'une des cartes les plus emblématiques du jeu avec force de miroir encore une fois, mais la carte est tout simplement limitée à 1 en même temps, sinon ce serait beaucoup trop fort et je pense que le jeu partirait dans tous les sens avec toutes les dingueries que pourraient se permettre certains decks combos. Cette carte serait clairement dans le côté dinguerie, voire même God tier si ça existait et qu'elle était délimitée à 3, mais ce n'est pas le cas. Du coup, pour moi, c'est clairement une carte équilibrée. Ça va aussi être le cas de la prochaine carte, un petit peu tricky à jouer, c'est Small World, petit monde qui depuis sa sortie est un peu balbutiant, on le voit par-ci, on le voit pas par-là, ça dépend, tous les decks peuvent pas se permettre de le jouer, c'est assez particulier de devoir révéler des cartes différentes et de les bannir pour tuto 1, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la carte juste ici et son effet, alors que pourtant sur le papier, elle permet de tutoriser beaucoup plus facilement des pièces importantes des decks combos. Le côté syntaxique un peu catastrophique de la carte va peut-être repousser beaucoup de joueurs, ça a été mon cas. Je vais quand même bannir 2 cartes pour aller tuto une autre, donc pour moi ça reste quelque chose d'assez particulier et donc d'équilibré parce que vous allez vous passer de 2 ressources pour aller en chercher une. Pour moi ça reste un truc qui est pas non plus incroyable. Décidément on va parler pas mal format éternel vu qu'on va aborder le sujet de Fantasmé, le dragon fantastique. Pour rappel ça fait partie des entraps les plus utilisés du format de 2019, tout simplement parce qu'il y avait énormément de decks liens à l'époque. À part Dragon Link, il n'y a plus trop de decks vraiment liens qui est dans la méta. On va jouer des liens, mais ça ne va pas être le type d'extra majoritaire des decks compétitifs d'aujourd'hui. C'est pour ça que Fantasmé, ce n'est plus sa méta, mais ça reste une très très bonne staple, je pense, à garder de côté. Il nous permet de beaucoup piocher, de remettre dans le deck, et surtout d'annuler, détruire, donc c'est quand même vraiment très très fort. Ça reste une très bonne entrap équilibrée selon moi, c'est juste que ce n'est plus son temps pour le moment. Lui aussi maintenant est un petit peu passé de mode, c'est tout simplement la Entrap Structure Psy Gamma. Alors ça c'était extrêmement fort, mais quand c'était jouable à 3. Les dernières bannes l'ayant complètement cuck à un seul exemplaire, il est plus du tout impactant et plus vraiment jouable. Ça fait donc partie des nouvelles escroqueries de ces banlists, en même temps que les Floodgate. Une carte qui est à un seul exemplaire et qui en plus nous oblige à main un monstre normal qui devient une brique si on le pioche, c'est quand même pas ouf du tout. Bon, honnêtement, depuis son retour même à un seul exemplaire, le Plumeau de Damarpi, ça reste une des grosses dingueries des side deck. On le voit partout, c'est beaucoup trop gratuit, c'est tutorisable grâce à PTT. Bref, autant vous dire que le choix est vite fait. C'est bien sûr une immense dinguerie pour cette staple qui est de retour après de très nombreuses années. Là aussi, le choix va être vite fait, plus du tout gouverneur des ténèbres. L'adversaire ne peut pas répondre à l'effet de cette carte, on annule tous les effets des monstres face recto qu'il contrôle. En échange, il ne prendra pas de dommages pour le reste de ce tour, donc on ne peut pas le terminer le OTK, mais on peut juste gérer complètement son board. Et ça reste quelque chose d'extrêmement fort. Ça reste quand même une carte présente dans une grosse majorité de sides de deck, ce qui la rend du coup oufissime, et elle va donc aller rejoindre le petit plumeau dans la catégorie dinguerie. Fait partie encore une fois des staples où je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas plus jouées. Le point d'avertissement, encore une fois c'est une staple de précision, mais encore une fois il faut un bon timing d'activation. C'est peut-être ça la raison et que c'est une piège normale, mais certains decks encore une fois peuvent en amuser, je pense encore à Labyrinthe, donc elle pourrait avoir sa place dans les sides, mais encore une fois je pense que c'est une histoire de méta et de choix. C'est donc pour moi une carte qui est équilibrée et qu'on reverra certainement dans le futur. On va rentrer dans la grosse parenthèse des pots, parce que là on va s'attaquer à 4 pots d'affilée et on va commencer avec le pot de dualité. Alors là c'est très facile de répondre à cette question. Le pot de dualité va complètement empêcher d'Invox P après l'activation de son effet. 99% des decks Yu-Gi-Oh sont dépendants d'Invox P, donc vous savez bien évidemment où ça va finir. Hormis dans Flunder, bien sûr c'est non jouable, donc ça finit dans pas pour tout le monde. Évidemment. Le pot de l'extravagance, il y a un petit débat autour de ça, c'est une carte assez puissante. Sur le papier, c'est quand même très fort, mais pour les decks qui ont une grosse utilisation de leur extra deck et un gros besoin des monstres à l'intérieur, ça reste assez risqué, parce qu'on les banne à l'aveugle, les cartes depuis l'extra deck. Majoritairement utilisées dans Labyrinthe de nos jours, ça reste une carte équilibrée, pas non plus over-craquée à mes yeux, parce que, encore une fois, tous les decks peuvent la jouer, mais à certains moments, si ça touche dans l'extra deck des trucs qui sont un peu trop sensibles pour vous, c'est dommage. La variante du pot de l'extra dont je parlais, eh bien, c'est bien sûr le pot de la prospérité. Depuis sa sortie, cette carte est excessivement jouée, tout simplement parce qu'à mes yeux, c'est le pot le plus broken depuis pot de cupidité. On a une visibilité statistique sur jusqu'à les 6 tours qu'on aurait pu avoir, et surtout, on va ajouter à notre main la carte la plus importante sur les 6 qu'on a révélées. Donc c'est juste une grosse dinguerie. Vous vous rendez compte qu'on révèle quand même l'équivalent de presque 20% de notre deck. C'est joué partout et depuis que c'est réimprimé dans les rarities, c'est accessible en plus, donc pour moi c'est vraiment une giga dinguerie. Enfin, encore petite parenthèse d'actualité, on va parler du dernier pot, le pot des désirs, qui nous permet de bannir 10 cartes du dessus de notre deck pour draw 2.
Encore une fois, ça peut être assez risqué. Faut pas jouer un deck par exemple Dragon Link avec beaucoup de one-off parce que là, ça va vraiment pas le faire. Ça reste néanmoins une carte qui n'est pas fait pour tout le monde parce que bannir ses propres cartes, et il n'y a pas grand monde qui en a l'utilité ou même le bénéfice. Une des cartes qui m'a le plus traumatisé quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! C'était le pot de vin du Temple Maudit, j'ai pas mal de potes qui le jouaient. C'est une contre-piège assez efficace qui va nous permettre de negate un effet de magie piège et en échange l'adversaire piochera une carte. Bien calé encore une fois, ça fait très mal et c'est surtout que ça peut annuler un terrain, une magie continue, n'importe quoi de clé à un instant T. Donc encore une fois, c'est une carte de précision, mais pot de vin encore une fois, c'est une carte où c'est plus trop sa méta, on la voit plus trop parce que faire piocher l'adversaire, on n'a pas trop envie de ça. On la reverra certainement un jour, donc ça reste une staple assez équilibrée qu'on peut se permettre de jouer et encore une fois qui reste assez puissante vu que contre-piège, donc Spellpit 3. On va aborder un peu les cartes Go 2, on va parler de la pourfendeuse ultime. Secret Slayer dans la langue de Shakespeare, honnêtement c'est une des cartes Go 2 les plus puissante quand on peut l'exploiter. Il y a beaucoup de cibles à cette carte, il y en a une pour chaque type d'extra, et à chaque fois elles vont avoir des effets. Encore une fois, c'est pas sa méta tout simplement, je pense, mais ça reste une carte assez équilibrée qu'on va beaucoup retrouver dans les sides à certains moments. Je l'ai même joué dans Flunder, parce qu'on peut se le permettre. S'il y avait un top à faire des staples récentes les plus puissantes avec Pot de la Prospect, celle-ci serait tout en haut du podium, c'est bien sûr, et je vous en ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, pousser des triples tactiques. Après, cette carte, c'est une carte de résonance. Elle est aussi forte parce qu'elle peut aller chercher des trucs qui sont complètement broken. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans les trucs les plus connus qu'on a déjà abordés? Lightning Storm, Heavenly Match, je sais pas, les trucs qui permettent de juste breaker le board entier de l'adversaire. C'est donc un giga extender et il n'y a vraiment pas de débat, c'est une grosse dinguerie. On va passer rapidement en Prison du Dragon de Glace. Elle a beaucoup été jouée, surtout à sa sortie dans ROTD, Rise of the Duelist. Honnêtement, c'est une carte très très forte, mais c'est juste pas sa méta encore une fois. Ça reste quand même très très utilisé, notamment dans les decks labyrinthes et encore dans pas toutes les listes maintenant qu'il y a eu du support d'archétype. Il n'empêche que ça reste une carte assez équilibrée et quand même très puissante. On va aborder une de mes plus grosses hantises d'extra deck, c'est le punisseur de la fin psychique, ce giga boss monster synchro qui va gagner une attaque en fonction de la différence entre nos points de vie et ceux de l'adversaire. Donc ça, sur le papier, c'est hyper fort. Si on joue Dinomorphia, juste comme ça, par exemple, on a 100 PV parce qu'on s'auto-burn, l'autre a 8000, il va gagner 7009. En battle, il double son attaque def, le boost reste, bref, c'est quand même sacrément craqué. Mais le truc, c'est que ça reste une synchro assez particulière vu qu'elle a un niveau impair, niveau 11, donc c'est assez compliqué à invoquer. Le dernier deck un peu méta que j'ai en mémoire, qu'on avait vraiment l'utilité, c'était Gold Pride Punk, parce qu'il s'auto-burn aussi beaucoup. Pour moi, c'est juste une carte qui est pas pour tout le monde. Ça va être le même principe pour Raiho, le roi du tonnerre, c'est tout simplement un drawl permanent. On ne peut pas tuto ou ajouter de cartes depuis le deck à la main. Donc ça, ça va pas être jouable dans beaucoup de decks. Hormis dans les decks stun control qui veulent vraiment gagner avec des conditions de victoire bien particulières, ça n'a jamais vraiment percé ou été joué dans la méta. Donc bien sûr, ce n'est vraiment pas pour tout le monde, mais c'est surtout que c'est une assez grosse escroquerie, parce qu'on l'a jamais vraiment vu. Ça fait partie de ces cartes connu et redouté mais jamais joué. Ce qui n'est pas le cas du tout de Raigeki, qu'on va très rapidement aborder depuis son passage à 3 grâce à une banlist. C'est juste une des meilleures cartes de clean du jeu. Bien entendu, elle n'est pas jouée au profit d'autres cartes. Encore une fois, ce sont des choix, mais sur le papier, c'est quand même ultra balèze de clean juste le bord de l'adversaire pour derrière potentiellement l'OTK. Moi, depuis qu'elle est un 3, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est juste une méga dinguerie. Si on la joue, ça fait toujours très très mal ou très très peur. On va tout de suite claquer une negate pour ça. Et là, va y avoir du débat parce qu'on va parler de redémarrage rouge, une des contre-pièges les plus puissantes après jugement solennel, je pense. Mais sa limitation en un exemplaire la fait complètement disparaître des listes compétitives. Si un jour elle repasse à 3, ce qui m'étonnerait beaucoup, bien évidemment, ce serait une grosse dinguerie. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. À cause de sa limitation, on ne la voit plus. Elle est connue, mais pas jouée. Elle va donc aller dans Escroquerie à côté de Raiho. C'est terrible. Nouvelle Xyz staple qu'on retrouve dans les extra decks, mais très très tricky. Le refaiseur des voleurs du temps. C'est une fois par tour durant la standby phase, donc ça compte aussi pendant la nôtre. C'est ça qui est plutôt fort. Donc on peut bannir cette carte, piocher une carte et placer une carte face recto contre plein adversaire au-dessus du deck. Ça fait quand même vraiment pas mal de dégâts. Il n'empêche qu'à mes yeux, ça reste une staple équilibrée. Si cette carte était exactement la même, mais c'était une lien et une lien 2 avec juste 2 monstres à effet, là elle serait dans dinguerie, parce qu'elle serait vraiment beaucoup trop exploitable par tous les decks, mais là le fait qu'elle nécessite 2 monstres de niveau 4, c'est pas pour tout le monde, même si c'est beaucoup répandu. 691, c'est le nombre de cartes que vous pouvez aller tuto avec seulement cette carte, renfort de l'armée. Et vous comprenez du coup peut-être pourquoi elle est limitée à 1, parce que c'est juste
débile. C'est une des cartes de tuto les plus importantes du jeu et les plus impactantes. Il y a toujours eu des guerriers qui se sont faufilés dans la méta, et même dans certains decks qui ne sont pas dédiés aux monstres guerriers, comme par exemple Âme du Vainqueur, les keycards sont des monstres guerriers. Razen est un monstre guerrier de niveau 4. Malgré le fait que cette carte soit seulement à un seul exemplaire, ça va être une des rares exceptions, mais je vais la mettre vraiment dans dinguerie, parce que c'est une des plus grosses cartes de tuto du jeu. Je trouve ça un peu dommage de le mettre dans cette catégorie, mais le renoncer anima, comme Lien Kuriboh, va nécessiter un monstre de niveau 1, ce qui va réduire beaucoup les possibilités de jouabilité dans pas mal de decks, mais il n'empêche que c'est quand même assez drôle d'avoir un renoncé lien qui dit effet, prenez le contrôle du monstre pointé et il gagne l'attaque. Ça a des petites vibes d'animé Monster Duel, vous pensez pas? Pour moi c'est pas pour tout le monde, mais l'effet de la carte est quand même très très fort. Ça aussi, questionnement méta de ma part, la carte répression, activable en ciblant un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, on en prend le contrôle. Tant qu'on le contrôle par contre, il ne peut ni attaquer ni activer ses effets, mais on peut l'utiliser pour faire des trucs avec notre extra deck par exemple. Ça reste une carte je pense qui est plus go first ou dans les side decks, c'est peut-être pour ça qu'elle est beaucoup moins jouée. Et il faut aussi analyser la méta actuelle pour vraiment comprendre l'utilité de jouer cette carte. Avec le retour récent de contrôle mental ou vol à l'arraché, c'est des cartes qui sont beaucoup plus puissantes et impactantes que celle-là. À cause de tous ces paramètres, je pense honnêtement que Répression est devenue du coup une carte bien moins impactante maintenant que ces deux cartes ont été débannies ou délimitées. Elle va donc finir malheureusement dans Escroquerie. Pour les mêmes raisons que de nombreux X64 génériques, Abyss Dweller est effectivement une bonne carte, ça va empêcher les activations d'effets de cartes dans le cimetière pour tout le reste du tour. Elle a beaucoup été jouée pendant la méta Tiarmentation, il y a encore des decks qui se la prennent assez violemment, on va pas se mentir, Dragon Link en fait partie. Ça reste donc pour moi une carte qui est équilibrée, exactement comme Refaiseur des Voleurs du Temps. Si c'était une Lien 2, ce serait déjà beaucoup plus vénère que une X64. On va encore aborder l'actualité, mais avec la banlist récente, eh bien la Floodgate Rivalité des Seigneurs de Guerre, ça devient une escroquerie. Un seul exemplaire de cette carte, ce n'est pas assez pour pouvoir la jouer et surtout qu'elle soit efficace. C'est pas du tout le cas de cette immense dinguerie qui vient de sortir et qui se retrouve dans tous les extra decks instantanément. Je veux bien sûr parler de la carte dont je vous ai déjà beaucoup parlé, SP Petite Chevaleresse. C'est vraiment la plus jeune des staples de cette liste, mais clairement elle est déjà dans les grosses dingueries du jeu, et elle risque à un moment de se faire bannir. Peut-être pas tout de suite, bien sûr, mais je lui laisse facilement 1 ou 2 ans d'espérance de vie, pas plus. On va aborder deux staples, vu qu'elles sont limitées à une, qui ne sont pas bien impactantes, c'est Sacrifice Inutile et Sarcophage Doré. Je vais les regrouper exactement dans le même panier. L'une permet de bannir une carte, et du coup de la récupérer au bout de 3 stand-by phase. Et Sacrifice Inutile, heureusement qu'elle est à une, parce que certains decks en useraient et abuseraient assez violemment, notamment Dragon Link encore, c'est le deck que j'ai en tête. Elles sont un exemplaire pour une bonne raison, je pense honnêtement que vaut mieux que ça reste comme ça, et du coup ça rend ces staples équilibrés. Ça aussi je me demande pourquoi c'est pas joué un peu plus, mais je pense que ça laisse un peu trop le temps à l'adversaire de jouer. Sortez de là à un moment, contre Sprite par exemple, quand il avait Gigantic ou Elf, ou Gigantic ou Sprint, ou Elf et Sprint, c'est juste trop fort, c'est fin de tour, au revoir, bye bye, on arrête. Il n'empêche qu'on peut faire cramer à l'adversaire pas mal de negate sur l'effet de cette carte parce que ça risque de bien l'embêter. En tout cas, bref, on va mettre ça dans équilibré parce que c'est x3, c'est fort et un jour ce sera forcément joué. Là va y avoir aussi un petit débat parce que les kaiju on sacrifie un monstre, Golem de lave on en sacrifie 2, mais Sphère de rat on doit en sacrifier 3. Dans la méta d'aujourd'hui, les boards qui spam et finissent sur un full board bien supérieur à 3 monstres, ça court pas forcément les rues. Bref, la Sphère de rat, c'est quand même assez compliqué à caler et surtout de manière efficace. Pour moi, ça fait partie des staples équilibrés et non pas dans les dingueries, parce que devoir sacrifier 3 monstres, pour l'instant dans la méta actuelle, c'est pas le truc le plus puissant. Là aussi, il y a beaucoup de matière et de discussions à avoir pour Super Poli. Alors c'est une carte un peu particulière, l'adversaire ne peut pas répondre à son effet, on n'en prend n'empêche que 2, et on fait une fusion avec ces deux monstres. C'est un peu comme un golem de lave, mais en bonus, ça va nous donner un buddy à nous, de notre côté. Le gros souci, c'est que ça va demander de la place dans l'extra deck pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des cibles à super polymérisation. Les plus connus restent Garura et Boudragon, c'est celles qu'on cale le plus facilement, mais ça nous enlève 2 places dans l'extra. Rajoutez à ça les 3 places nécessaires pour 3 super poly pour que ce soit impactant, bah tout le monde ne peut pas se le permettre, hormis des decks qui tournent autour des fusions. Donc pour moi, ça reste une carte qui est équilibrée. Il n'empêche qu'elle reste très très forte. Et encore une fois, attention, le jour où on passe en méta full fusion, si ça arrive, cette carte va être juste broken. Dans la même famille que PTT, pousser des triples tactiques, on a justement TTT, le talent des triples tactiques. Vous voyez qu'au niveau de l'artwork, c'est un zoom petit à petit, on arrive sur son espèce d'éventail. Mais du coup, le talent des triples tactiques, encore une fois sorti comme prison du dragon de glace dans ROTD, Rise of the Duelist. Moi j'ai vu l'arrivée de cette carte, j'ai vu son impact dans le jeu et je peux vous dire que honnêtement aujourd'hui elle est beaucoup moins impactante qu'avant. Donc cette carte est jouable en beaucoup d'exemplaires mais on la voit pas partout, c'est une carte majoritairement de Go 2, elle n'est pas dans tous les sides, bref c'est une carte qui est vraiment pas mal du tout.
elle est forte. Pour moi, ça reste du coup une carte qui est équilibrée. Bon, là, on va parler d'une de mes petites cartes chouchoutes. C'est tout simplement la Tempête de plumes de Dame Harpie. Bon, son nom a changé récemment grâce au Rarity Collection, mais nombre d'entre vous l'ont connu si vous êtes joueur compétitif, énormément surexploité dans le deck Vagabond Brise, c'est beaucoup trop fort, généralement quand on joue ça, c'est juste fin de tour, ou même carrément fin de game, on passe à la suivante. Le gros problème, encore une fois, c'est qu'il faut jouer absolument des bêtes ailées vent, donc c'est très restrictif et donc pas pour tout le monde. C'est donc pour ça qu'on va glisser cette carte dans cette catégorie. 288. Oui, vous l'aurez compris, on va encore parler d'une des plus grosses cartes de tuto du jeu, c'est bien entendu Terraformation. Il y a 288 terrains différents dans le jeu qui sont tutorisables grâce à cette carte. Bien entendu, ça en fait un incontournable des decks compétitifs, en tout cas ceux qui ont des magies de terrain bien sûr, et elle fera partie de ces exceptions avec renfort de ramée où, malgré le fait qu'elle soit limitée en un seul exemplaire, ça reste un incontournable et une grosse dinguerie en méta. Bien entendu, dès qu'il y a une magie de terrain, on va la jouer, donc pour moi c'est juste une énorme dinguerie qui rejoindra Rota. On pourra appliquer le sujet de cette carte à une vidéo entière, ce sera peut-être le cas d'ailleurs un jour, mais ça va nécessiter beaucoup de recherche. Ce sont des cartes qui n'ont pas encore été beaucoup jouées ou définies comme des staples, mais qui en ont vraiment le potentiel. Illustration avec Titanocideuse, c'est très fort, ça se recycle pendant le tour adverse. Pour moi, c'est une carte qui a largement sa place dans la méta et qui peut être jouable. Le truc, c'est qu'elle ne l'est pas. La faute peut-être a un effet un peu trop ciblé, particulièrement sur les monstres de l'extra deck, c'est peut-être ça qui fait que. Il n'empêche que ça reste une staple assez équilibrée et qui pour moi en est une parce qu'on retrouve tout ce qui fait une bonne staple, de l'annulation d'effets, de l'activation pendant le tour adverse, etc., etc. S'il y avait une mention honorable dans cette vidéo en termes de tier list, je pense qu'elle serait dedans. On parle bien sûr des tourbillons jumeaux, magie rapide qui permet de cibler 2 magies et pièges sur le terrain et de les détruire. On préfère jouer Cyclone Cosmique de nos jours tout simplement pour bannir la carte, pour éviter que son recyclage ne soit un peu trop facile. Il n'empêche que Tourbillon Jumeau, c'est quand même une carte qui en gère 2, donc statistiquement, c'est quand même excellent. Pour moi, honnêtement, je vais prendre un parti pris, ce n'est pas une carte équilibrée, mais c'est une belle dinguerie. Si c'est jouable x3, ça permet quand même de gérer 6 cartes pendant le duel. Donc on va quand même glisser cette carte juste après Terraformation. Beaucoup seront certainement pas d'accord avec moi et l'auraient plutôt mis dans le côté équilibré, mais ça, encore une fois, c'est une question de choix et de débat. Allez-y dans les commentaires. On va assez rapidement aborder la trappe du Fossoyeur, cette piège normale qui est une anti-end trap, c'est quand même vraiment pas mal sur le papier. Le gros problème, c'est que c'est une piège normale. Je pense encore une fois que la trappe du Fossoyeur n'est pas jouée pour le côté lenteur de la carte, donc malheureusement, je dirais plutôt que c'est une carte équilibrée. C'est pas non plus une escroquerie, loin de là, la carte est quand même assez forte, on va pas se mentir. Et là, on va parler du frérot de notre carte de gestion de board. Le frérot Dragiki, bien sûr, c'est Trou Noir. L'avantage de Trou Noir, c'est que ça permettait de gérer pas mal de situations bloquantes dans le jeu compétitif. Je pense notamment à une des plus connues étant celle sous Mine Mystique. On va pouvoir gérer notre propre board de cette manière et potentiellement réussir à casser Mine Mystique par son propre effet comme ça. Je pense qu'honnêtement, cette carte a de l'avenir et on risquera peut-être de la revoir s'il décide de pousser un peu plus loin ce support autour de cette carte. Pour moi, c'est donc clairement une carte équilibrée. Ça permet après tout de complètement clean les boards. On va parler d'une carte qu'on voit pas très souvent et pourtant elle est assez intéressante, c'est 1 pour 1 qui nous permet de défausser une carte pour tuto un monstre de niveau 1. Un des decks méta assez récents qui pourrait se permettre de la jouer, je pense que ce sont les Secours As. Après tout, ça permettrait d'aller tuto assez gratuitement hydrant. Mais encore une fois, si vous n'avez pas de niveau 1 dans le deck, la carte ne sert à rien, et en plus de ça, vous devez quand même défausser en coût. Ajoutez à ça le fait que la carte soit limitée à un seul exemplaire, et vous obtiendrez une carte qui malheureusement n'est pas faite pour tout le monde. Abordons une des cartes qui a été le plus errata du jeu, c'est la Vallée Mortuaire. Comme ce bon vieux maître des crânes, on a vu cette carte pour la dernière fois au moment de la méta Tiarmentation. Bien entendu, cette carte tuer complètement le deck. C'est donc une carte qu'on ne va pas voir très souvent, encore une fois en fonction de la méta, ce qui fait donc que malheureusement elle n'est pas faite pour tout le monde. On va avoir à peu près ce même concept avec le village secret des magiciens. Tant qu'on contrôle un magicien et que notre adversaire non, il ne pourra pas activer de magie. Encore une fois, à la manière du parfum anti-magie, c'est une carte extrêmement restrictive et puissante, mais il n'y a pas vraiment de deck constitué majoritairement de magiciens dans la méta. Bien entendu, on peut la jouer dans des rocks sympas comme le deck magicien sombre, ça reste une carte très puissante. Bref, malheureusement, il faut jouer un deck autour des magiciens, donc cette carte n'est pas faite pour tout le monde malgré sa puissance. Avant-dernière fille fantôme qu'on va traiter dans cette vidéo, et d'après moi la troisième sur le podium des meilleures filles fantômes en dessous de H et Ghost Ogre, ça va être la beauté fantôme et manoir hanté, Ghost Belle du coup. Elle va punir tout simplement tous les effets qui proviennent du cimetière, donc vous aurez bien compris qu'évidemment, dans les méta en règle générale, elle est assez impactante. Encore une fois, c'est seulement contre certains types de decks qui vont avoir des utilités vraiment
clé de leur cimetière. Pour moi, ça reste donc une end-trap équilibrée qu'on va retrouver de temps en temps en fonction de la méta. Dernière fille fantôme et une des plus particulières en termes d'effet, ça va être le fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. C'est une excellente carte en termes de time, si jamais on est au dernier duel et qu'il reste pas beaucoup de temps au chronomètre. Mais le gros problème, c'est que c'est pas non plus une end-trap fofolle. Honnêtement, elle remplit pas tous les critères qu'on attend d'une bonne interrupt. C'est donc pour ça que, exceptionnellement, cette fille fantôme, contrairement aux autres, va finir dans la pire des catégories à mes yeux. Pour moi, c'est une grosse escroquerie cette carte. Et écoutez, ça va enfin être la fin de ce format et de cette vidéo, parce que oui, vous allez voir que juste ici, il y a 4 cartes, mais ce sont des doublons. Je sais pas ce que j'ai fait, je les ai mis en double dans ma liste tier list, mais elles sont déjà dans le classement. On va se faire rapidement un dernier petit récap ensemble. En tout cas, vous voyez que la partie dinguerie est quand même assez bien remplie. On va quand même être assez honnête, le jeu compétitif Yu-Gi-Oh! Est rempli de très très bonnes cartes, très puissantes. Après, encore une fois, en fonction des banlists et des méta, certaines de ces cartes peuvent tout à fait basculer de catégorie et finir dans des catégories équilibrées ou même pire en fonction de ce qui se passe. Imaginons un jour que Raigeki repasse à 1, elle ne sera clairement plus une dinguerie. Certaines des cartes de cette liste du côté dinguerie seront peut-être même bannies un jour, c'est pour ça que ce serait peut-être assez drôle de la re-regarder et en faire une deuxième version quelques années plus tard. Honnêtement, ce serait très intéressant de comparer l'évolution de la méta et la place de certaines staples à l'intérieur de celle-ci. En tout cas, à mes yeux, il y a 34 cartes du jeu qui sont de belles dingueries en termes de staples, et on a quand même un jeu majoritairement équilibré avec la présence de staples qui sont restrictives d'une certaine façon, c'est-à-dire que ce sont des cartes très puissantes, mais vu qu'elles sont soit limitées en quantité, soit restrictives dans leur façon d'être jouées, comme par exemple les X64, ça les rend tout de suite un peu plus legit. Il faut quand même bien sûr dans ce jeu avoir des cartes qui ne sont pas faites pour tout le monde, pour éviter de jouer de trop grosses dingueries ou de bloquer le jeu. C'est pour ça que les 33 cartes qui sont dans cette catégorie, je pense, méritent d'être là. Après tout, c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre de faire juste 2 invocations ou de poser ses magies avant de les activer. Tout ça, ce sont des mécaniques vraiment particulières, et encore une fois, ça va dépendre des decks que vous jouez ou de la méta, ou des decks que vous redoutez d'affronter. Et enfin, une première assez rare dans ces vidéos tier list, la catégorie dite poubelle des pires cartes, donc ici la catégorie escroquerie, sera celle qui sera la moins remplie de cette tier list, avec seulement 25 cartes qui sont plus au goût du jour. En réalité, c'est ça. C'est des cartes qui ont été dépassées par le jeu et par les méta. Elles ne sont plus impactantes à cause de la quantité dans lesquelles on peut les jouer ou même des mécaniques qu'elles proposent. C'est aussi tout simplement parce qu'il existe des cartes bien meilleures et beaucoup plus génériques qu'on préfère jouer. Le jour où Floraison de Cendre est bannie, littéralement, qu'on ne peut même plus la jouer en un seul exemplaire, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra réenvisager de jouer le Contact Cancrelat. Je dis ça, j'en sais rien, c'est peut-être une grosse bêtise, mais imaginez-vous le truc, tout est une histoire de banlist et de méta, après tout. C'est pour ça que c'est quand même vachement intéressant de voir tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, peut-être ce groupement de vidéos. Je ne sais pas encore si ce sera 2 vidéos distinctes ou une grosse vidéo entière. J'essaye maintenant de faire de moins en moins de gros formats pour que ce soit un peu plus léger à regarder. Si la vidéo va faire 1 heure, si ça ne justifie pas ce temps, eh bien je préfère plutôt la splitter. Ce sera la petite nouveauté sur la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Maintenant les dimanches à 18 h. Surtout n'oubliez pas, c'est la nouveauté de cette année. Et prenez bien soin de vous, c'était Slifer.